Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle édition de la revue de presse grand format de l'Intelligent TV pour cette édition de décryptage de l'actualité du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021. Nous recevons sur notre plateau un journaliste en la personne de M. Jean-Claude Koulibaly. M. Jean-Claude Koulibaly est également président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en abrégé UNJCI. Il a une longue et riche expérience professionnelle et une grande connaissance de l'environnement socio-politique ainsi que du monde des médias. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Hein. Alors, sans plus tarder, nous allons pour le visionnage de la vidéo de revue de presse du lundi 12 juillet 2021. Retrouvez pour la revue de presse de ce lundi 12 juillet 2021 sur l'Intelligent TV. La une des journaux en Côte d'Ivoire est dominée par la visite du président Laurent Gbagbo au président Bédié. On démarre ainsi avec le journal Aujourd'hui qui nous parle des retrouvailles très politiques à Daoukro du président Laurent Gbagbo et du président Henri Konan Bédié. Soir Info nous dit à sa une que Gbagbo et Bédié s'enfoncent dans les bois et prennent une décision. Le confrère nous dévoile que le président Gbagbo affirme qu'il dira toutes les vérités et le président Bédié qui dit en retour à son confrère « Nous devons engager sans tarder un grand projet ». Dans le même contexte, le site internet abidjan.net nous parle de la liesse populaire qu'il y a eu dans la capitale de l'Ifou par rapport à la rencontre entre le président Gbagbo et le président Bédié. Toujours sur la visite du président Gbagbo au président Bédié, le Nouveau Réveil nous parle à sa une du pacte de Daoukro. Selon le confrère, Laurent Gbagbo affirme ceci. « Je viens voir le président Bédié, c'est un acte de réconciliation et de reconnaissance. » Au tour du président Henri Konan Bédié d'affirmer ceci. « Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie. » Terminons ce volet avec le son de cloche contraire à la une de l'essor ivoirien en ce qui concerne la visite du président Gbagbo au président Bédié qui affiche une conclave de Daoukro où Gbagbo refuse la réconciliation selon le confrère. Quittons le volet politique pour le volet de loi. Le Matin se demande à sa une si Gbagbo respecte-t-il la loi sur le mariage. Le confrère se demande comment un réfractaire à la loi et un champion des contre-vérités peut-il s'ériger en donneur de leçons. Le journal L'Expression parle du même sujet et si Gbagbo commençait par appliquer la loi sur le mariage. À la une du journal L'Intelligent d'Abidjan, en attendant son passeport pour rentrer au pays, Charles Blé Goudé plaide son cas auprès du président Alassane Ouattara, dont il aimerait bénéficier la volonté d'apaiser le climat social et politique, selon le journal. L'Intelligent d'Abidjan nous dit aussi que le chef de la diplomatie de la RASD, Mohamed Salem Dold Salek, déclare que la Côte d'Ivoire ne s'est pas rangée contre les droits du peuple sahraoui. Le journal L'Avenir rend un hommage à la grande chancelière Henriette Diabaté qui compte à ce jour 30 années de combat pour la démocratie. La première dame actuelle de la Côte d'Ivoire la remercie d'avoir œuvré aux côtés de son époux le président Alassane Ouattara. Le confrère nous dit aussi que les femmes de la Côte d'Ivoire lui ont offert des cadeaux. Il en est de même sur le site internet Afrique sur 7 qui affiche qu'Henriette Dagri Diabaté a été célébrée par Dominique Ouattara et le RHDP. Parlons à présent qualité de l'économie. Selon le journal Fraternité Matin, la Côte d'Ivoire est classée deuxième de l'Afrique subsaharienne. Le confrère nous dit comment plusieurs agences de notation apprécient la stabilité et l'excellence performante des indicateurs macroéconomiques et institutionnels du pays. Bouclons la revue de presse du jour avec le journal Super Sport qui nous offre en exclusivité l'interview avec Hervé Renard, ex-sélectionneur des éléphants, qui dit en ces termes « Je peux revenir en Côte d'Ivoire si… » point de suspension. Le confrère nous parle aussi de la victoire de l'Argentine à la Copa América. Messi n'est pas maudit, selon le confrère. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Intelligent TV pour la revue de presse. De retour sur le plateau, alors M. Koulibaly, nous allons parler pour la revue de presse de ce lundi de la rencontre qui a eu lieu ce week-end entre Gbagbo et Bédié. Pensez-vous que ceux qui parlent d'alliance PDCI mettent la charrue avant les bœufs? Ben, vous savez, comme on le dit en politique, tout est possible. La politique n'est pas
un long fleuve calme. La politique, ce n'est pas aussi souvent du domaine de la rationalité. Ce qui semble logique pour le commun des mortels est parfois illogique en politique. Donc en politique, on ne dit jamais, jamais. Les alliances se font comme elles se défont. Tous les jours, en toutes circonstances et selon véritablement le contexte. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc ne soyons pas étonnés que en cette période assez calme, relativement calme, il y ait par exemple des personnes, sinon des partis politiques qui puissent se rapprocher. Cela rentre un peu dans le cadre de la rencontre de Daoukro entre le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Ces deux ex-présidents de la République qui ont décidé de se rencontrer. Gbagbo lui-même, il a situé le contexte, il a dit c'est pour rendre la monnaie au président Henri Konan Bédié qui lui avait rendu visite à La Haye. C'était juste aller le rencontrer. En tout cas, une visite de courtoisie. Pour lui dire merci. En tout cas, de s'être déplacé de Côte d'Ivoire jusqu'à La Haye pour quand il était en détention à la prison de Chevreningen. Bon, vous dit que quand deux hommes politiques se rencontrent, de quoi peuvent-ils parler si ce n'est pas de la politique? Alors, donc, cela rentre dans l'ordre normal des choses, je pense. Pensez-vous que, disons, une rencontre entre le président Bédié, Gbagbo et Ouattara donnerait une chance à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'il ne faut pas trop aussi se focaliser sur les hommes politiques. La réconciliation, c'est vrai, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Il est vrai que les acteurs politiques sont importants dans le processus. Ça, c'est indéniable. Mais la réconciliation, c'est un tout. C'est, si vous voulez, d'abord un processus, c'est-à-dire la réconciliation met du temps, mais c'est aussi à tous les niveaux. Ça impose l'implication de tous les acteurs, pas seulement les acteurs sociopolitiques, mais de tous les acteurs des forces vives de la nation, si je peux m'exprimer ainsi. Et la rencontre Bédié-Gbagbo rentre un peu dans ce contexte-là, parce qu'il faut reconnaître que les relations entre les deux hommes n'ont pas été aussi calmes, aussi sereines. Voilà, il y a eu vraiment des bisbis, comme on le dit, il y a eu des désamours, il y a eu des mots qui ont été échangés, tant dans l'un ou dans l'autre camp. Et donc, si aujourd'hui, on voit que les deux hommes d'État décident de se mettre ensemble, de se parler et même de se rendre visite, je pense que ça augure d'une bonne chose. Et il faut le dire, pour ce qui est du président Alassane Ouattara, je pense qu'il a déjà montré des gages de sûreté, rassurer les uns les autres, il est déjà inscrit résolument dans ce processus-là. Parce que s'il ne l'était pas, peut-être que Laurent Gbagbo ne serait pas en Côte d'Ivoire avec un passeport que tout le monde connaît diplomatique. Donc je pense que les trois hommes sont pour vraiment une réconciliation vraie, une réconciliation nationale, pour permettre à notre pays vraiment d'avancer, de connaître son destin en toute sérénité. Voilà. On remarque que dans le discours tenu par Laurent Gbagbo lors de sa visite à Bédié, il a dit dans son discours qu'il aimerait que tous les acteurs de la crise sociopolitique de 2010-2011 s'asseyent et se disent la vérité devant les Ivoiriens, car, dit-il, la vérité soigne et guérit. De quelle vérité parle-t-il selon vous? Ben, je pense que la vérité n'est pas l'apanage d'une seule personne. Il y a plusieurs vérités et c'est parmi cette vérité-là, lorsqu'on met toutes les vérités ensemble, si je peux m'exprimer ainsi, c'est là qu'on sort ce qu'on appelle la vérité. Mais la vérité est toujours relative. Et tout dépend de l'intérêt du moment et des enjeux du moment. Et peut-être par ses propos, le président Laurent Gbagbo veut tout simplement dire que si les acteurs politiques majeurs, c'est-à-dire que les héritiers du fouet, moi je les appelle les héritiers du fouet, putatifs, parce que tout simplement, ce sont ceux-là qui viennent après, qui sont venus au pouvoir après le long règne de Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi je les appelle les héritiers du fouet. S'ils ont compris que, ensemble, s'ils se mettent ensemble, qu'ils dialoguent, qu'ils se parlent franchement, droit dans les yeux, comme on le dit, et que la vérité peut sortir, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que certainement le président Laurent Gbagbo veut exprimer ainsi. Mais ce qui importe au-delà de ces trois personnes,
il faut que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que nos pères nous ont laissé un pays apaisé. Nos pères nous ont laissé un pays apaisé. C'est à nous véritablement de laisser une Côte d'Ivoire vraiment sereine, harmonieuse et dans la paix à nos enfants. C'est ce qui importe. Comme on le dit, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Travaillons vraiment à rendre nos institutions fortes, d'abord. C'est cet héritage-là, en tout cas atemporel, sinon intemporel, que nous pourrons laisser à nos enfants. Parce que si on ne travaille pas sur les institutions, vous allez voir qu'on va répéter à l'envie, on va répéter à, si vous voulez, sans limite, les mêmes erreurs. On serait ce qu'on appelle, les philosophes appellent l'insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire répéter à chaque fois les mêmes erreurs. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête. Il faut que les hommes politiques arrêtent. Il faut que nos grands frères, nos décideurs arrêtent ce qu'on appelle le cycle infernal. Le cycle infernal, cette fatalité qui veut que chaque année et tous les 5 ans, il puisse y avoir des hommes, des femmes et des hommes qui meurent dans ce pays. Et qui meurent comment de façon atroce, dans une violence inouïe. Vous regardez que c'est un cycle qui, tous les 5 ans, qui se répète. Il faut mettre fin à ce cycle-là, infernal, à ce cercle vicieux, si je peux m'exprimer ainsi, pour donner une chance à la paix, pour donner une chance aussi à nos enfants qui nous regardent. Parce que nous devons leur laisser, comme je l'ai dit, un pays apaisé, un pays harmonieux, un pays où il fait bon vivre. Voilà. Donc je pense qu'ils ont une grande responsabilité à ce niveau-là. Mais cela augure de bonnes choses. Parce que je pense que le moment est propice. Le moment est propice pour que vraiment nous arrivons à la réconciliation et la vraie. Laurent Gbagbo, je pense qu'il n'est pas revenu pour mettre le pays à feu et à sang. Henri Konan Bédié n'est pas également là pour que la Côte d'Ivoire, que lui a légué en héritage le président Félix Faure-Boigny, connaisse encore des soubresauts et des événements douloureux. Et je ne crois pas que le président Ouattara, qui, comme on le dit, a le bébé, veut étrangler le bébé ou bien veut jeter en même temps l'eau sale et le bébé. Son objectif, c'est que la Côte d'Ivoire demeure en paix, afin que tout le travail abattu, il y a maintenant plus de 2 décennies, près de 2 décennies, ce travail va plus véritablement se concrétiser, ce travail va plus continuer. Parce que c'est si important, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et je pense que le président Alassane Ouattara est dans cette disposition d'esprit. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous fermons la page du lundi et nous ouvrons celle du mardi 13 juillet 2021. Regardons ensemble l'élément vidéo. Spectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 13 juillet 2021. La une des journaux du jour est dominée par la rencontre entre le président Gbagbo et le président Bédié et aussi par la déclaration de Adama Bictogo face aux propos tenus par le président Laurent Gbagbo lors de cette rencontre. De ce fait, démarrons avec le Nouveau Réveil qui met en avant les non-dits de Daoukro. Le journal parle de l'état des lieux fait par le président Gbagbo, de la proposition de solution par le président Bédié. Il annonce comment Bédié et Gbagbo imposent la réconciliation au président Ouattara. Dans le journal Aujourd'hui, nous avons à la une Gbagbo, Bédié, Ouattara, la guerre dans l'ombre. Soir Info affiche quant à lui qu'après la rencontre Bédié-Gbagbo à Daoukro, le RHDP se réunit en urgence et rentre dans une colère noire avec un déchaînement total contre le fondateur du FPI. Les propos de Gbagbo qui font mal, affirme le confrère. L'essor ivoirien nous montre à sa une que Adama Bictogo a craché du feu, selon lui, à la conférence de presse qui s'est tenue hier à la rue Le Pic. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, dit selon lui les propos du confrère que l'ex-président Gbagbo est traumatisé par la réalisation du président Alassane Ouattara qu'il n'y aurait pas de dialogue et que pendant 10 ans, le président Ouattara n'a commis aucun crime. Fraternité Matin nous parle aussi de ce qu'a dit Adama Bictogo en ce qui concerne les déclarations du président Gbagbo à Daoukro. Il dit selon le confrère que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national.
Également avec l'intelligent d'Abidjan, nous verrons la déclaration du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, après la rencontre des deux ex-présidents Gbagbo et Bédié en ces termes. Gbagbo et Bédié sont deux hommes du passé et dépassés dans une alliance de dupes. Bictogo ajoute selon le journal que la magnanimité du président Alassane Ouattara ne doit pas pour l'opposition être perçue comme une faiblesse. Le sursaut, nous dit à sa une qu'un universitaire dévoile le loup fardeau qui attend Laurent Gbagbo et nous parle du talon d'Achille de l'ex-président selon lui. Le confrère nous parle aussi des 4 gros chantiers que feu Ahmed Bakayoko a laissés à Kandia Camara. Le site internet Kouassi confirme à sa une que Kandia Camara remplace officiellement feu Ahmed Bakayoko à la tête de la mairie d'Abobo et devient ainsi la première femme maire de cette commune. Le même site internet nous fait état des lieux avec une incursion terroriste qui fait au moins 7 morts au Burkina Faso. Faisons un tour au Bénin avec le site internet Afrique sur 7. Le site part de la déclaration de Patrice Talon, président actuel du Bénin, qui rassure qu'il ne fera pas de 3e mandat. Ainsi prend fin la revue de presse du jour. Merci de rester fidèle à l'Intelligent TV, la Web TV du moment. À demain. Alors, M. Koulibaly, nous allons maintenant parler du dialogue national inclusif prôné par le président Bédié et aussi de la sortie de Adama Bictogo qui a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national. D'abord, selon vous, vu la déclaration du président Bédié qui parle de dialogue national inclusif, pensez-vous que cela est nécessaire en ce moment en Côte d'Ivoire? Je pense que le principe, c'est le dialogue. C'est si vous voulez, c'est cette valeur, cette notion, cette valeur que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissée, le père de la Côte d'Ivoire moderne nous a laissé. Il a dit, en toute chose, il faut dialoguer. Parce que même si on veut éviter de dialoguer au début d'une crise, toujours est-il que à la fin de cette crise-là, nous allons dialoguer. Donc il faut faire l'économie vraiment de toutes les violences, de toutes les méchancetés, de toutes les inhumanités que peut véritablement engendrer les crises. C'est dit qu'au départ doit être le dialogue. Maintenant, les appréciations peuvent différer ou bien peuvent diverger, si je peux m'exprimer ainsi, selon les chapelles politiques. La formulation, ou sinon, si vous voulez, la forme, voilà, c'est ce que je cherche, de comment dialoguer, la forme, peut aussi être différent d'un camp comme dans l'autre. On peut par exemple parler de dialogue national, inclusif, comme le président Bédié l'a dit. On peut également voir cela par les concertations entre partis politiques et formations politiques. C'est ce qui se fait en ce moment, depuis que le président Ouattara est au pouvoir. On parle de dialogue politique qui réunit régulièrement tous les partis politiques, toutes les chapelles politiques du pays pour trouver véritablement un cadre de discussion. Parce que c'est ce qui est important. Un cadre de discussion, parce qu'on ne peut pas dialoguer sans cadre de discussion. Ce qui est important, c'est cela. Peu importe la forme, mais ce qui est important, il faut créer le cadre de discussion. Justement, pour renforcer, si vous voulez, ce qu'on appelle le consensus républicain. Ce cadre-là, qui doit le créer? Ce cadre, en général, c'est le parti et c'est le gouvernement qui crée le cadre, parce que puisque c'est le gouvernement qui a à charge de diriger le pays au quotidien, donc c'est le gouvernement qui le fait. Et je pense qu'à ce niveau-là, le cadre existe déjà. Peut-être qu'au niveau de l'opposition, on dirait que le cadre peut-être soit élargi. C'est pourquoi on parle de dialogue national inclusif. On souhaiterait que ce cadre-là ne soit pas seulement limité aux partis politiques ou aux formations politiques, mais soit élargi vraiment à tous les secteurs de la société pour faire en sorte que vraiment les différents maux qui minent la société ivoirienne puissent trouver solution. Mais je pense, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de se parler. Parce que tant qu'on se parle, on arrive toujours à trouver des pistes, des réflexions qui nous conduisent aux solutions, à la résolution de tous nos problèmes. Voilà. Pour moi, peu importe, pourvu qu'il y ait, peu importe la forme de choses, de la manière dont on veut dialoguer, mais ce qui est important, c'est de créer le cadre. De créer le cadre pour resserrer les liens du consensus républicain. Parce que toute république est basée sur un consensus.
il faut créer, sinon renforcer ce consensus républicain-là pour que notre pays puisse sortir vraiment des cycles, comme je l'ai dit, des crises. Alors, vous avez parlé de créer le cadre, mais on remarque ici que le directeur exécutif du RHDP a fait une sortie justement concernant cette déclaration qui a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national. Est-ce que vous pensez qu'une telle déclaration contribue justement à créer ce cadre dont vous parlez? C'est ce que j'ai dit, en fait. Je parle plutôt de... Quand je parle de la forme de dialoguer, c'est tout ça. Peut-être au RHDP, le directeur exécutif du RHDP estime que ce n'est pas d'un dialogue national inclusif qu'il s'agit pour la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt, peut-être, comme je l'ai dit, le dialogue politique qui se fait en ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dialogue politique est toujours en cours. Parce que le dialogue politique n'est pas encore rompu en Côte d'Ivoire. Peut-être dans l'opposition, on veut un dialogue national inclusif. Au niveau de l'opposition et du pouvoir, on estime que non, c'est plutôt le dialogue politique qu'il faut. Toujours est-il que ce sont plusieurs écoles, ce sont des formes d'interprétation, mais le plus important pour moi, c'est de s'asseoir, de trouver un cadre de discussion et avancer sur cette question, celle de la réconciliation nationale. Voilà. Disons, est-ce que en faisant cette sortie-là, Adama Bitogo n'est pas en train de se positionner comme un ennemi de la réconciliation nationale? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs journaux même de l'opposition qui en parlent, qui disent que sa sortie, en fait, s'oppose à la réconciliation nationale. Oui, bon, vous savez, peut-être que ça dépend du bord. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre position parce que j'estime que ce qui est important, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est l'objectif. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la manière. Le comment importe peu. Si c'est le comment, quel que soit, c'est-à-dire que si c'est le comment, si on s'appuie véritablement sur les chapelles politiques, vous verrez s'il y a 10 chapelles politiques, il y aura 10 comment. Chacun va parler de dialogue national, chacun parlera de conférence nationale, d'autres parleront de dialogue national inclusif, d'autres parleront de dialogue politique. Mais comme je l'ai dit, tout ça participe, si vous voulez, à une volonté de vraiment échanger et trouver une solution. Peu importe la manière, mais pour moi, les hommes politiques ont un impératif. L'impératif, c'est de s'asseoir, de réfléchir ensemble, de se parler droit dans les yeux et puis trouver les solutions pour que notre pays ne connaisse plus, ou sinon notre pays sorte véritablement du cycle de la violence. Parce que comme je l'ai dit, tous les 5 ans, il y a des drames en Côte d'Ivoire. Tous les 5 ans, à l'occasion des élections, on répète toujours les mêmes erreurs. Il y a des morts, il y a des personnes innocentes qui trouvent la mort dans les différents événements douloureux que nous connaissons, de façon parfois en toute impunité, sans même avoir de réparation. Donc, jetons un regard vraiment compatissant envers nos populations. Parce que c'est ce qui est important. L'Ivoirien lambda ne souhaite seulement que vivre en paix, s'occuper de sa famille, nourrir sa famille, soigner ses enfants, les scolariser et les voir grandir et fonder une famille. C'est ça qui est important. Si on veut s'asseoir sur comment il faut dialoguer, je pense que si 10 chapelles politiques, si vous plusieurs 100 chapelles politiques, vous trouverez 100 manières, 100 formes de choses, manières de dialoguer, comment il faut dialoguer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas ça qui est important. La prise de position du ministre Bitogo peut être perçue naturellement, peut-être dans l'opposition, comme vraiment une méprise à l'égard du processus de paix. Comme ça peut être perçu dans son camp, comme une manière de dire ce n'est pas seulement le dialogue national inclusif qui est la solution au problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça dépend de où on regarde, le prisme dans lequel nous regardons. C'est ce que j'ai dit. Or, si on veut s'attarder sur ça, on va perdre l'essentiel. On va perdre de vue l'objectif qui est d'amener la Côte d'Ivoire à la paix. Je ne suis pas ici pour commenter les prises de position des uns et des autres. Ce n'est pas ça mon rôle. Mais mon rôle est de dire aux gens, de dire en tant qu'observateur vraiment averti de la société, la politique sociopolitique en Côte d'Ivoire, c'est de dire aux uns aux autres, ce qui importe, c'est de s'asseoir et de se parler droit dans les yeux pour trouver des solutions durables pour une paix harmonieuse en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça un peu
si je me fais un peu bien comprendre. Voilà, je ne suis pas ici pour juger, porter des jugements de valeur sur les propos de qui que ce soit. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons sur le plateau M. Jean-Claude Coulibaly, journaliste et président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons des questions qui font l'actualité cette semaine. Partons maintenant pour le visionnage de la vidéo du mercredi 14 juillet 2021. Et vous suivez la revue de presse de ce mercredi 14 juillet 2021. On ouvre cette revue de presse avec le journal Le Sursaut qui propose de nous montrer le laid visage de la politique en Côte d'Ivoire dans le sens où les idées ne comptent pas mais plutôt les intérêts conjoncturels si selon lui. Le confrère nous dit que Roger Banchi met en garde les adversaires de Laurent Gbagbo qui débattent sur l'alliance Gbagbo-Bédié. Le Temps affiche à sa une les grands pas posés par Bédié et Gbagbo. Le confrère nous dit que le Woody et Nzueba envoie un message fort à Ouattara, selon lui. Il nous dit également que les Ivoiriens jugent la rencontre de Daoukro. Le patriote rebondit sur l'alliance Gbagbo-Bédié en ces thèmes. Comme c'est drôle, le confrère se demande de qui se moque Laurent Gbagbo alors qu'il ne respecte pas les textes de loi selon lui, et il se demande également qui de Ouattara et de Gbagbo est adepte des braquages. Le confrère termine avec la réaction de Dr Famoussa Coulibaly qui dit « Gbagbo n'a pas compris que ce pays a changé ». On continue dans le même volet avec l'intelligent d'Abidjan qui affiche à sa une des propos de Boga Sako Gervais à l'endroit du président Alassane Ouattara et des deux ex-présidents Gbagbo et Bédié en disant ceci. Ne pourriez-vous pas dire à la nation tous trois, chers patriotes, pardonnez-nous? Le Matin nous dit à sa une que Gbagbo n'a pas intérêt à déranger Ouattara et que le RHDP convoque en urgence ses instances cet après-midi. Le journal Soir Info nous montre, selon lui, où Big Togo entraîne le RHDP. Fleurake Mbo, son ex-adversaire aux législatives à Agboville en mars 2021, lui répond à travers le confrère en ces termes. « Vous vous agitez alors que le film ne fait que commencer ». Refus du dialogue et de la réconciliation, Adama Big Togo et son RHDP insultent la mémoire d'Houphouët-Boigny, selon le journal Le Nouveau Réveil. Le journal Aujourd'hui se pose la question de savoir à quoi sert Kwadjo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, puisque le régime ne veut pas dialoguer. Interview exclusif avec le porte-parole de la CPI qui dit tout sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la une du journal Le Jour. Fraternité Matin jette un regard sur la relance économique post-Covid-19 en annonçant que 14 chefs d'État sont attendus à Abidjan pour une réunion de haut niveau pour la 20e reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20. Passons à présent au site internet avec le banco.net qui nous dit à sa une que le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, va construire plusieurs marchés pour les femmes de Côte d'Ivoire. Kouassi nous annonce que la fête de Tabaski 2021, désignée comme la fête du mouton chez les fidèles musulmans, est prévue pour le mardi 20 juillet 2021. Enfin, bouclons cette revue de presse en faisant un tour au RDC Congo où le sénateur Matata Ponyo, ancien Premier ministre, a été inculpé et assigné à résidence selon la une du site internet Afrique sur 7. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Portez-vous bien, tout en espérant que vous lirez tous ces journaux et ces sites internet. Alors, M. Coulibaly, comme vous pouvez le constater, la sortie, disons, de M. Adama Big Togo a suscité plusieurs réactions, notamment celle de Charles Konan-Banny. Si vous avez suivi, qu'avez-vous pensé du discours de Charles Konan-Banny? Bon, je pense que c'est le discours de quelqu'un qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, qui connaît plus ou moins la trame dramatique de la vie sociopolitique ivoirienne. C'est une opinion qu'il a, si vous voulez, c'est une opinion qu'il a émise. Et il en apporte toute la paternité. Voilà, donc je pense qu'en tant que citoyen libre de ce pays, il a le droit vraiment de dire, de commenter l'actualité, sinon de répondre à une déclaration qu'il estime peut-être assez excessive ou bien peut-être... Oui, parce que certains disent qu'il a carrément recadré Adama Big Togo. Oui, bon, c'est ça, j'ai dit ça, on appelle ça, on est dans les interprétations.
souvent en Côte d'Ivoire, ce qui est dommageable et ce qu'il faut déplorer, c'est que la politique, si vous voulez, est trop passionnée. Les gens sont dans la passion, ils ne sont pas dans la réflexion. Dans la réflexion. C'est vrai que Senghor a dit que la passion est nègre et la raison est hélène, mais il faut savoir raison garder. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous aimons la Côte d'Ivoire de façon passionnée. La Côte d'Ivoire, notre pays à tous, je pense que s'il y a peut-être des écarts de langage, ou bien si on estime qu'il y a eu des écarts de langage, le plus important, c'est d'apaiser par les mots, d'apaiser par les discours. La sortie du ministre Victor a été beaucoup, si vous voulez, commentée. Mais quand vous regardez, les commentaires les plus virulents viennent plus de l'opposition. C'est l'opposition qui estime que ces propos ne sont pas appropriés, ou bien sortent du contexte, du cadre de la réconciliation nationale. Ça, c'est de bonne guerre, c'est normal. Mais dans un premier temps, il faut aussi aller loin par rapport à lui, c'est son discours. Quand vous lisez bien à tête froide le discours, vous vous rendez compte qu'en réalité, il ne dit pas les choses différemment que les autres. Comme je l'ai dit tantôt, il parle plutôt de la forme. Il rejette la forme. Il estime que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national inclusif. Parce qu'il estime que c'est pas ça. Il estime que c'est pas ça la panacée. Il estime que c'est pas ça la solution. Mais certainement qu'il ne rejette pas toutes les formes, toutes les autres formulations et les autres manières de voir, de conduire à la paix. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit souvent, il faut prendre du recul dans les propos des gens. On peut sortir par exemple un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Parce que vous voyez, souvent cela arrive, mais cela n'est pas véritablement la pensée profonde de celui qui le dit. Mais comme nous sommes dans un cadre, dans un contexte passionné, souvent les Ivoiriens n'arrivent pas à faire le recul. Ils jugent selon celui qui porte le discours et selon parfois même de façon partielle son discours. Et je pense que ce qui est important, c'est que nous tous nous recherchons dans ce pays, c'est la paix. Et quand on recherche la paix, il faut véritablement faire appel plus à la raison, plus au bon sens qu'à la passion, qu'aux émotions épidémiques qui ne conduisent à nulle part, si ce n'est à beaucoup de ruines et de larmes. Voilà. Mais justement, à ce propos, où est passé le ministre Kouadio Konan-Bertin? Parce que dans une telle situation, c'est lui qui aurait dû intervenir en tant que ministre même de la réconciliation, parce qu'on a l'impression que des tensions sont en train de s'élever et lui, il est carrément transparent. Non. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas confondre le jeu politique et la réalité vraie. Il ne faut pas confondre le jeu politique, je ne dirais même pas politique, le jeu politicien. Le jeu de la politique politicienne et la réalité. Les politiques sont dans leur jeu. Le jeu parfois de la manipulation, le jeu parfois de la surenchère. Mais est-ce que cela est vraiment la réalité? Je ne parle pas de vérité, je parle de réalité. Voilà. Parce que n'oubliez pas que l'homme politique a ses intérêts qui sont du moment, qui sont si vous voulez, qui ne sont pas à court terme, qui ne sont pas à long terme ou bien à moyen terme, mais à court terme. Alors que les besoins de la population, les besoins par exemple des Ivoiriens, en l'occurrence, on doit les rechercher à moyen terme, à moyen terme et à long terme. Donc c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle, c'est des intérêts qui sont croisés, qui n'ont rien à voir, les intérêts des hommes politiques parfois n'ont rien à voir avec ceux de la population. Donc il faut faire la part des choses. Les hommes politiques, leur rôle c'est d'animer l'espace politique. Leur rôle c'est vraiment d'animer le jeu politique. Mais en même temps, il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que ce qu'ils disent dans leur surenchère, ce qu'ils disent, comment on appelle ça, dans le jeu de la politique politicienne, n'est pas forcément, si vous voulez, les besoins traduits par la population. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Bictogo a prononcé un discours que d'aucuns jugent excessif. Quand on regarde, on se rend compte que ce sont ses adversaires politiques qui jugent cela excessif. Vrai ou faux, ça c'est un autre débat. Mais le plus important, est-ce que ce qu'il dit, ça ne rentre pas dans le cadre de la réconciliation nationale? Si oui, alors pourquoi le ministre de la réconciliation nationale va en faire des choux gras? Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas tomber dans le piège, je vais dire, des hommes politiques. Il faut analyser de façon froide la situation avant véritablement de prendre position. Moi, en tant que citoyen libre, j'estime que ce que le ministre Bictogo a dit, bon, contrairement à ce que les gens disent, je ne dirais pas que ça n'engage que lui, mais je dis que c'est son avis, parmi tant d'autres. Mais est-ce que pour autant, quand il a fini de parler, la Côte d'Ivoire a pris feu à nouveau? Je ne le pense pas. C'est une position qu'il a défendue dans son discours. L'opposition a une autre position qui est différente de celle du ministre Bictogo. L'opposition dit on veut un dialogue national inclusif. Ça veut dire quoi? Ce dialogue que nous avons fait là, on veut que tout le monde soit impliqué, soit représenté, impliqué. Le ministre Bictogo dit non. Cette formule-là, nous pensons qu'elle ne sert pas à la situation du moment. Parce que nous avons déjà expérimenté cela par le passé, sans trop grand succès. Nous pensons qu'on peut procéder autrement pour arriver au dialogue. Ça, en principe, ça ne doit pas poser de problème. Ça ne doit pas apporter trop de débats. Mais pour les hommes politiques, vous savez que, comme je l'ai dit, c'est la surenchère. C'est le jeu des politiques. Donc il faut faire attention. Voilà. Justement, on va rester encore sur le sujet du dialogue national inclusif. Au temps de Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, il a accepté ce dialogue national inclusif avec le président Alassane Ouattara qui était dans l'opposition. Pourquoi lui ne ferait pas la même chose aujourd'hui? Non, mais parce que là, tu m'amènes à vraiment ouvrir une fenêtre et à dire certaines choses. Le dialogue, le forum national auquel vous faites allusion, mais on sait comment le forum national s'est terminé. Ça s'est terminé par quoi? Mais par une guerre, par une crise plus grave que celle que nous avons rencontrée en 2000. En 2000, c'était un coup d'État. Après, il y a eu quelques morts, puisqu'il y a eu avant que Gbagbo lui-même n'arrive au pouvoir, vous avez vu qu'il y a eu quelques mois, on n'a pas eu du Chanier, de Pougon, etc. Tout. Il a même dit que son élection a été calamiteuse, son avènement au pouvoir, etc. C'est en cela qu'il a tiré les leçons et il a dit non, je fais un forum national pour apaiser vraiment la Côte d'Ivoire, pour permettre à ce que j'ai un cadre, j'ai un contexte paisible pour pouvoir gouverner. Il l'a fait. Qu'est-ce que cela a donné? On s'est retrouvé dans un coup d'État manqué, ensuite dans une rébellion qui a vraiment occasionné plusieurs milliers de morts en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voyez. Donc ça vous dit que, en réalité, ça a été plus ou moins expérimenté en Côte d'Ivoire. Le dialogue national inclusif. Ça n'a pas donné grand-chose. D'aucuns me diront que on peut toujours recommencer parce que ça peut être pédagogique ou bien catharsique. Soit. Mais si quelqu'un d'autre dit que non, c'est pas ça la panacée. Et qu'on peut, en tout cas, si vous voulez, choisir autre chose, une autre voie pour arriver au dialogue. Mais là, on ne doit pas lui faire la guerre pour ça. Il a émis aussi ce qu'on appelle un avis, voilà, qui est contraire à l'autre avis. On a connu les conférences. N'oubliez pas que l'Afrique a connu les conférences nationales. On n'a pas eu de conférences nationales dans les pays comme le Bénin, le Mali, les pays où véritablement il n'y avait pas de constitution qui parlait du multipartisme. En Côte d'Ivoire, on a échappé à cela au temps d'Oufoué parce que tout simplement l'article 7 avait été gelé. L'article 7, l'ancienne constitution, c'est-à-dire la constitution de 1960 qui parlait du multipartisme, avait été gelé par le président Oufoué. Donc on était dans un parti unique de fait, mais pas de droit. Donc ça, on a pu éviter la conférence nationale qui demandait vraiment ce grand folklore qui demande à ce que tout le monde vienne parler, vider son sac. Et puis maintenant, on met une constituante pour se doter
une constitution dite démocratique et moderne. On a connu tout ça. On a connu le dialogue national. On a connu les journées nationales. On a connu, récemment, on connaît ce qu'on appelle le dialogue politique. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour trouver un cadre de discussion, de réflexion, pour avoir des pistes de solutions pour pouvoir chose. Donc, ça vous dit que il ne faut pas qu'on soit trop focalisé sur les dénominations, sur les noms. Il ne faut pas qu'on soit, je dirais comme quelqu'un pour paraphraser, il ne faut pas être dans le fétichisme des dénominations, des noms. Voilà, ce qui est important, c'est comment y arriver ensemble. Voilà, peu importe le nom que cela va porter. Souvenez-vous, après la crise post-électorale, lorsque Afi a été libéré, on a parlé d'assemblée, l'Assemblée nationale. On a parlé, les assemblées générales. On n'a pas les assemblées générales. Vous voyez. Mais quand vous regardez tout ça, ce sont les différentes formes pour voir comment on peut arriver à la paix. Mais on ne sait pas ça l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est de trouver un cadre de discussion et de négociation pour aboutir à la paix. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est la paix. C'est ça qui est important. Les autres, les chapelles, ce qu'on appelle les querelles de chapelle, les querelles byzantines, tout ça, c'est secondaire pour moi. Le plus important, c'est de trouver la formule qui sied à tout le monde pour pouvoir aller à la paix. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer à la revue de presse de jeudi 15 juillet 2021. Et vous suivez la revue de presse de ce jeudi 15 juillet 2021. À sa une, le journal Le Temps fait état de ce que la peur à l'égard du Woody monte au sommet. Le confrère ajoute que le régime refuse que Gbagbo visite les prisonniers d'opinion. Soir Info informe que le gouvernement refuse un important déplacement à Gbagbo et précise que cela suscite une grosse colère dans le parti de l'ex-président. L'Inter affiche à sa une ce qui se passe dans le camp du Front populaire ivoirien, précisément entre Gbagbo et Afi. Le confrère nous dit aussi qu'une stratégie a été dévoilée du côté du FPI et que la réunion du RHDP, qui était prévue depuis plusieurs jours, a eu lieu hier. Une réunion dans laquelle Big Togo et des responsables du RHDP ont parlé. Selon le journal Le Nouveau Réveil, le directeur exécutif du RHDP, Adama Big Togo, a déclenché la grosse colère des Ivoiriens. De son côté, Notre Voix annonce que Charles Konan Banny recadre fermement Adama Big Togo. Pour l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, la réconciliation a un impératif catégorique selon le journal Aujourd'hui. Pendant ce temps, le Bélier nous dit à sa une que l'ex-président Bédié doit entrer dans l'histoire pour la reconnaissance de son action pour la paix. Son de cloche totalement contraire avec le patriote qui estime que Bédié a un échec ivoirien s'agissant de l'ivoirité, de la gabégie et des détournements de fonds qui lui sont attribués. Le confrère insiste en nous disant que Bédié a fait 6 années chaotiques à la tête de la Côte d'Ivoire du 6 décembre 1993 au 24 décembre 1999. En économie à la une du journal Le Jour, l'on note que grâce au programme présidentiel Vision 2030, la Banque mondiale apporte un soutien de plus de 110 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un accord qui a été signé hier, mercredi 14 juillet 2021, à la primature d'Abidjan au Plateau. Sur le même sujet, l'intelligent d'Abidjan nous dit que le Premier ministre Patrick Hachi explique comment 100 milliards de francs CFA obtenus seront utilisés. On termine le volet économique avec la une de Fraternité Matin basée sur la relance économique post-Covid-19 qui a poussé 14 dirigeants africains, dont 10 en présidentielle, à se concerter aujourd'hui à Abidjan pendant que 4 autres seront en visioconférence. Le site internet abidjan.net parle à sa une de la mission de sensibilisation du Conseil national de lutte contre la cherté de la vie à travers le pays à l'occasion de la fête de la Tabaski. Le site internet Coassi rapporte qu'un accident meurtrier sur l'autoroute du Nord a entraîné 23 morts et 33 blessés lors d'une collision entre un car de transport et un baka dans la soirée du mercredi 14 juillet 2021.
Terminons cette revue de presse avec le site internet Afrique sur 7 qui nous dit que les résultats du concours CAFOP 2021 en Côte d'Ivoire sont désormais disponibles. Vous venez de suivre la revue de presse du jour. Rendez-vous demain vendredi 16 juillet 2021 pour la dernière revue de presse de la semaine. D'ici là, portez-vous bien tout en espérant que vous lirez ces journaux et ces sites internet. Merci. Alors à présent, nous allons parler du rejet du ministère de la Justice de la demande de visite des prisonniers politiques faite par Laurent Gbagbo. Le ministre de la Justice a avancé des raisons sécuritaires, voilà, pour justifier, disons, le refus, voilà, à la demande de Laurent Gbagbo de visiter les prisonniers politiques de tous bords. Que pensez-vous, disons, de... Est-ce que cette raison est valable? Je pense que l'une des premières responsabilités d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité du pays et des habitants qui y sont. Vous me direz que peut-être que c'est au regard de la démocratie ou bien des libertés individuelles, cela peut paraître un peu excessif. Mais je dis que les arguments avancés par le gouvernement, parce que c'est un membre du gouvernement, un commissaire du gouvernement qui l'a dit, en l'occurrence le ministre de la Justice, sont tenables. Parce que comme je l'ai dit, le rôle régalien d'un gouvernement, d'un État, c'est d'assurer la sécurité. Si je ne connais pas le contexte dans lequel, en tout cas, la visite devait se faire, je sais qu'il devait aller à la Maka pour rendre visite à certains prisonniers. Si le gouvernement qui est chargé d'assurer la sécurité des citoyens estime que, en tout cas pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas vous permettre, le président Laurent Gbagbo bien sûr, en tant que président de la République, ancien président de la République, on ne peut pas vous permettre vraiment d'aller à la Maka. Je pense que bon, on peut discuter sur l'argument, mais l'argument se tient pour moi. Étant donné que c'est le gouvernement et le ministère même qui doit mettre les dispositions en place, disons les dispositions sécuritaires, alors pourquoi avancer un tel argument? C'est à eux de prendre justement toutes les dispositions pour que cette visite-là puisse se dérouler dans les... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au plan des droits, au plan des droits individuels, c'est une entrave. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a les droits individuels ou bien les droits collectifs, bien sûr. Chaque citoyen a des droits. La liberté de circuler, la liberté d'aller et de venir. Ça, c'est le principe. Voilà. Maintenant, ici, il s'agit d'un chef d'État, un ancien chef d'État qui veut aller à la Maka. Il est clair que ce déplacement-là nécessite un encadrement sécuritaire. Qui fait l'encadrement sécuritaire? C'est le gouvernement. Si on fait le gouvernement à qui on a écrit, c'est-à-dire qu'on a fait la demande de dit que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que vous, ancien chef d'État, vous puissiez aller rendre visite à des prisonniers à la Maka, je pense que cela fait partie du rôle régalien de l'État. En fait, à la limite, je vais dire que c'est la loi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... La loi, c'est la loi, même si elle est due, il faut s'en tenir à la loi. Ça, je ne veux pas en tant que juriste, peut-être c'est une déformation. Maintenant, pour ce qui est des libertés individuelles, pour ce qui est de la démocratie, il y a un débat, il y a beaucoup à dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'ordre politique derrière ce refus? Bon, vous savez, je suis venu sur le plateau, ce n'est pas pour commenter, encore même parler commenter les actes et les dits des hommes politiques. Je suis venu pour expliquer ou bien parler de ce qui est. Ce que je sais, en tant que journaliste, les faits, je vous ai donné les faits. Les faits sont connus de tous. Et le gouvernement dit, on ne peut pas assurer votre sécurité à l'endroit où vous voulez aller. Donc, du coup, on ne peut pas vous donner l'autorisation d'aller visiter les prisonniers. Le gouvernement s'appuie sur quoi? Certainement sur des tests élémentaires, choses réglementaires, sur la loi, moi je pense. Donc, si tel est le cas, mais c'est dû, mais c'est le gouvernement. Mais j'ai dit en même temps que ça ne présente pas bien, parce que c'est discutable. C'est comme si, par exemple, il y a une entrave à une liberté individuelle. Il y a une entrave à une liberté individuelle, donc peut-être la liberté du président Laurent Gbagbo de circuler ou bien librement. Mais pour moi,
c'est quelque chose que je ne peux pas commenter. Voilà. Le gouvernement a ses raisons, estime que c'est lui qui est le mieux placé pour juger si les conditions sécuritaires sont réunies ou pas. Et c'est sur cette base-là qu'elle prend. Donc maintenant, si c'est une décision politique ou pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, les arguments ont été avancés et je pense que, à mon humble avis, les arguments peuvent tenir. Voilà. Alors nous allons passer au dernier chapitre de cette revue de presse grand format du vendredi 16 juillet 2021. Ce vendredi 16 juillet 2021. On démarre avec la politique en Côte d'Ivoire. Selon le journal Soir Info, le président Gbagbo envoie un message clair à Afine Guessan. Le confrère parle ainsi de la dernière décision prise par Gbagbo, notamment la nomination d'un directeur de cabinet. Allons avec le temps qui nous dit comment Gbagbo a piégé le RHDP, selon lui, depuis sa libération jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. Le confrère dit dévoiler les révélations d'une journaliste italienne et faire ressortir une vérité qui coince le régime Ouattara, selon lui. Le site internet Kouassi parle de Gbagbo en nous informant qu'il nomme Emmanuel Aka Auguste comme son directeur de cabinet. Avec le journal Le Nouveau Réveil, le RHDP de Ouattara est décrit comme étant l'échec ivoirien. Le confrère dit également que le parti au pouvoir regrette de ne plus avoir le président Bédié à ses côtés. Le sursaut affiche à sa une interpellation d'un cadre du RHDP en ces termes. « Monsieur le Président, la vie chère nous tue à petit feu ». Le confrère rapporte une autre déclaration de ce même cadre, disant qu'il faut savoir anticiper certaines situations pour nous éviter le pire, voire l'humiliation. Le journal Aujourd'hui parle du même sujet en affichant à sa une que le RHDP a été rattrapé par la cherté de la vie. Génération Nouvelle rebondit sur l'affaire de la cherté de la vie et dit à sa une que les Ivoiriens se réveillent enfin et qu'ils engagent la riposte face à l'impuissance de l'État. L'intelligent d'Abidjan nous rapporte ce que dit la déclaration d'Abidjan adoptée hier. Le confrère nous dit que le président Alassane Ouattara affirme que moins de 3% de la population totale en Afrique a reçu une première dose de vaccin contre environ 54% aux États-Unis et dans l'Union européenne. Sur le même sujet, Fraternité Matin nous relate les résolutions du sommet d'Abidjan. Il en ressort que la somme de 55 000 milliards de francs CFA doit être mobilisée pour relancer les économies à la suite de la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. En ce qui concerne la fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire, le journal Le Patriote nous rapporte que c'est fini les coupures intempestives d'électricité. Le site internet Afrique sur 7 nous dit à sa une que le ministre Dan Opoulin promet 10 millions de francs CFA aux éléphants espoirs s'ils remportent la victoire. On termine avec le site internet abidjan.net qui nous apprend que la Côte d'Ivoire est désormais le deuxième pays producteur de coton en Afrique. Eh bien, c'était la dernière revue de presse de la semaine. Merci de nous avoir été fidèles, tout en espérant que vous lirez ces journaux. Alors, M. Koulibaly, compte tenu du temps qui est déjà parti, nous n'allons pas éplucher toutes les questions, mais nous allons parler de la cherté de la vie, l'augmentation des prix sur le marché. On observe depuis quelques jours, disons quelques semaines, vraiment une grogne des consommateurs, même des artistes, musiciens, des stars ivoiriennes se sont plaints, des cadres même de certains partis politiques se sont plaints. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cette hausse des prix sur les marchés des denrées alimentaires? Je pense que c'est le travail de la spéculation. Voilà une économie où il y a trop d'intermédiaires. C'est une économie où il y a beaucoup d'intermédiaires et en plus de cela, où je pense que, ça il faut le dire, les dirigeants ne font pas vraiment le travail de contrôle des prix. C'est vrai que nous sommes dans le libéralisme, mais il faut que ce libéralisme ait un visage humain. L'État ne doit pas laisser les acteurs économiques faire ce qu'ils ont envie de faire. Si on veut le faire, si on laisse les acteurs économiques trop de propension, trop de marge aux acteurs économiques, il est clair que nous allons nous retrouver dans une situation que nous vivons actuellement, où il y aura la surenchère, parce que les acteurs économiques, les opérateurs économiques ne sont pas des philanthropes. C'est des personnes qui visent ce qu'on appelle le profit, une marge bénéficiaire. C'est vrai qu'on n'est plus dans l'état providentiel, où l'État contrôle tout. On a opté en Côte d'Ivoire le libéralisme, mais le libéralisme doit être encadré. Encadré par qui? Par le gouvernement. Le gouvernement doit faire son travail de contrôle, son travail de régulateur
du marché économique. Donc il est important pour que vraiment, pour moi, le gouvernement doit se réveiller. Vous voyez, dans un pays comme le Sénégal, et il y a 2 ou 3 ans de cela, où quand il y avait une spéculation autour du prix du sac de riz, et même du loyer, du logement, mais le président Macky Sall a courageusement est descendu dans l'arène pour dire pas question. Et a décidé à ce qu'on plafonne un peu les prix. Et cela est respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que nos dirigeants peuvent le faire. Parce qu'il ne faut pas laisser les pauvres populations entre les mains des spéculateurs économiques, entre les mains des opérateurs économiques, comme je le répète encore, ne sont pas des mécènes, qui ne sont pas des philanthropes. C'est des gens qui sont venus faire le profit. Il faut regarder entre le coût de production, le coût d'achat et la marge bénéficiaire. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui font le commerce pensent qu'il faut forcément faire un bénéfice à 100%, voire 200% pour pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne doit pas être comme ça. Il y a une marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, selon les différents prix, doit être peut-être à 10%, 20%, 30%. Mais pas 100%, pas plus de 80%, voire 100%, parfois même 200%. Et les gens, personne ne s'en plaint. Personne ne s'en plaint, en tout cas au niveau du gouvernement, au sommet de l'État. C'est comme jeter en pâture les populations ivoiriennes. Or, nous connaissons le niveau de vie d'un Ivoirien lambda, d'un Ivoirien qui est de la classe moyenne. Il faut faire attention parce que, à la longue, qu'est-ce que cela peut créer? Des émeutes, de la faim. Ça peut créer des émeutes, de la faim. Ça peut créer, en tout cas, des fronts, je dirais, sociaux, qu'on risque véritablement de ne pas contrôler. Je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut agir sérieusement. Il faut sanctionner les contrevenants. Il faut fixer, rendre public les prix et sanctionner les contrevenants. Et là encore, j'en appelle aussi aux populations. C'est vrai, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque opérateur économique. C'est à nous, population. C'est à nous, contribuables ivoiriens. C'est à nous de faire aussi le travail de contrôle et le travail de police. C'est important. Et souvent on dit, ah, c'est l'État, c'est l'État. Et pendant qu'on dit c'est l'État, on paye. Mais on les encourage. On encourage les commerçants véreux. On encourage ceux qui ont intérêt à nous appauvrir en gonflant ce qu'on appelle leur marge bénéficiaire. On les encourage en achetant. C'est à nous, on doit dire non. Le prix que tu pratiques là, ce n'est pas le prix homologué. Donc, on ne peut pas payer. Et il doit y avoir une solidarité entre nous dans cette police-là. Parce que si l'un d'entre nous, véritablement, fait fi de la volonté peut-être commune ou bien populaire de ne pas acheter, ça veut dire qu'il a décidé d'effriter la solidarité. Et c'est comme ça, les spéculateurs, excuse-moi du terme, peut-être que je vais parler un peu des charognards, parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Des gens qui vivent, par exemple, sur la misère des autres. Moi, il n'y a pas autre nom que de dire que c'est des charognards. Des charognards. Oui. Et malheureusement, nous sommes à la merci de ces personnes-là qui, véritablement, ne se disent pas qu'on est dans une population où la moitié, peut-être, n'arrive même pas à avoir les 1 dollar par jour. Pensez-vous qu'il y a un lien avec le Covid? Est-ce que la Covid a influencé? Oh non, je pense que c'est pourquoi je parle de spéculation. Je pense que ce sont des inepties que racontent certains commerçants véreux, excusez-moi du terme, pour nous endormir. Je me souviens très bien qu'il y a eu une exonération d'impôts en 2020. Lorsque la Covid s'est placée, il y a eu un plan. Il y a eu un plan économique qui a été mis en place par le gouvernement, où il y a eu des exonérations d'impôts, où il y a eu si vous voulez, des galettes qu'on a distribuées aux opérateurs économiques. Voilà. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on vient nous sortir la ritournelle de la Covid? Je pense que ce disque-là est rayé. Et ce disque-là, on l'utilise à chaque fois, la ritournelle de la Covid, pour nous endormir, pour mieux nous arnaquer. Oui, je pèse mes mots. Pour mieux vraiment nous spolier et pour mieux nous appauvrir.
Je le dis parce que sur ce plateau, c'est un cri du cœur que je suis en train de lancer à l'endroit véritablement du gouvernement. Nous allons terminer justement avec qui doit faire son travail, et à l'endroit aussi de ceux qui sont au sein des opérateurs économiques qui veulent nous appauvrir davantage. Voilà. Donc je pense qu'il est temps vraiment de siffler la fin de la récréation à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Coulibaly. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la revue de presse grand format de ce jour. Je rappelle que nous avons échangé avec Monsieur Jean-Claude Coulibaly, journaliste et président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en abrégé UNJCI. Alors c'est terminé, ne manquez surtout pas l'actualité ivoirienne sur votre chaîne préférée, l'Intelligent TV. Restez connectés sur tous nos espaces, l'ensemble de nos espaces de diffusion. À très bientôt. Au revoir.